Le gouvernement iranien échoue à son peuple. La monnaie est en chute libre. La colère publique déborde. Mais sous les gros titres, il y a quelque chose de bien plus explosif. Il est en train de manquer d'eau. Une crise qui pourrait pousser le régime au point de non-retour. Téhéran, une ville de 15 millions d'habitants, fait face à l'impensable alors que les robinets risquent de se tarir dans quelques jours. La capitale de l'Iran fait face au jour zéro, le moment où l'eau cesse de couler. Pas seulement dans un quartier, ni pour quelques heures, mais dans toute la ville. Ce n'est plus un avertissement, c'est un compte à rebours. Déjà, les signes sont clairs. La pression de l'eau a été réduite, le rationnement a commencé, et les responsables parlent ouvertement de mesures plus strictes. Si la pluie ne tombe pas, l'une de ces mesures, dont nous parlerons plus tard, signifierait rompre avec des traditions que de nombreux Iraniens considèrent comme sacrées, voire comme des trahisons envers leurs ancêtres. Pourtant, ce choix pourrait être inévitable en ce moment. Les experts ont averti qu'il ne nous reste que quelques jours, peut-être quelques semaines avant. Une ville millénaire qui a survécu aux invasions mongoles, aux occupations étrangères et aux tremblements de terre, s'effondre sous le poids de sa propre crise de l'eau. Pour le dire franchement, la situation est mauvaise. Et malheureusement, la lutte de Téhéran n'est qu'une partie d'une histoire plus vaste. Ce qui n'était au départ que des cas isolés de pénurie d'eau s'est maintenant aggravé pour devenir une catastrophe majeure qui menace d'anéantir toute la nation. Dans tout l'Iran, plus de la moitié de la population, soit environ 50 millions de personnes réparties dans plus de 20 provinces, vit désormais dans ces conditions horribles, chaque jour. Dans de nombreuses villes, les robinets ne coulent que pendant quelques heures par jour, ou parfois seulement quelques jours par semaine, laissant les familles organiser leur vie autour des rares moments où l'eau coule. Dans le Khouzistan, la crise commence avant le lever du soleil. Les familles font la queue dans l'obscurité devant les camions-citernes, espérant remplir leurs récipients avant que les réserves ne s'épuisent. Les enfants manquent l'école pour porter des seaux, tandis que les parents rationnent les gorgées d'eau pour les malades et les personnes âgées. Plus à l'est, au Sistan, au Baloutchistan et à Hormozgan, l'histoire est celle de l'abandon. Les puits sont complètement asséchés, et près d'un tiers des familles rurales ont fui leur village à la recherche d'eau. Ailleurs, ceux qui étaient autrefois des communautés soudées sont maintenant dispersés, laissant derrière elles des maisons vides et des champs silencieux. Ce schéma se répète à travers Kerman, Fars, Ispahan et Khorasan et Razavi. Les hôpitaux annulent des opérations parce qu'ils ne peuvent pas stériliser le matériel. Des manifestations éclatent lorsque les rivières sont détournées ou volées, provoquant la colère dans des villes qui se sentent trahies. Même les marchés noirs prospèrent, vendant de l'eau à des prix que beaucoup ne peuvent pas se permettre. Chaque province ajoute une nouvelle couche à la catastrophe qui se déroule, et ensemble, elles dressent le tableau d'une nation déjà en train de s'effondrer. Cette soif généralisée n'est pas seulement une épreuve, c'est un signe avant-coureur, elle annonce l'approche du jour zéro. Si rien ne change, la capitale pourrait devenir une ville fantôme de 15 millions d'âmes désespérées. Un endroit où la survie ne dépend pas de la tradition ou du pouvoir, mais de la simple question de savoir si l'eau coule encore. Alors, d'où vient une expression comme « jour zéro » ? Ce n'est pas seulement un titre, c'est le terme technique que les responsables iraniens et les scientifiques de l'eau utilisent à huis clos. Cela marque le jour où les robinets de Téhéran cessent complètement de couler, et où des millions de personnes se réveillant dans le silence. Pas d'eau à boire, pas d'eau pour cuisiner, pas d'eau pour laver la poussière qui s'accroche à chaque surface. Une ville qui autrefois vibrait de vie semblerait soudainement creuse, privée des choses les plus élémentaires qui la maintenaient en vie. Pour toutes les raisons pratiques, ce serait un événement apocalyptique, et lorsque ce jour arrivera, ce qui peut se produire d'un jour à l'autre, la capitale s'effondrera. Le premier choc frapperait les hôpitaux, les opérations seraient annulées, le matériel resterait non stérilisé, et les patients seraient renvoyés. Les pompiers resteraient impuissants, alors que les flammes se propageraient dans les maisons et les entreprises, incapables de réagir. Sans eau dans leurs tuyaux, les familles se rassembleraient autour d'éviers vides, écoutant les canalisations gémir sans rien à l'intérieur. Dans les rues, le désespoir prendrait le dessus. Les gens poursuivraient les camions-citernes avec des récipients vides, les foules grossiraient, les esprits s'échaufferaient, et des bagarres éclateraient pour quelques litres. Les marchés s'effondreraient, à mesure que la nourriture pourrirait, et des maladies comme le choléra et la typhoïde se propageraient rapidement à travers des mains sales et des surfaces non lavées. Avant même que vous ne vous en rendiez compte, les quartiers commenceraient à se vider. Les familles emballeraient le peu qu'elles possèdent et partiraient, à la recherche d'endroits où l'eau coule encore. La capitale, autrefois le cœur battant de l'Iran, commencerait à ressembler à une ville fantôme. Les rues qui portaient autrefois le rythme de la vie quotidienne résonneraient de silence, seulement brisées par le bruit des gens. En quittant ce scénario, le jour zéro n'est pas un cauchemar lointain. C'est le point de rupture où une ville moderne devient invivable, où la survie elle-même se transforme en un combat quotidien.
C'est pourquoi le compte à rebours jusqu'à ce moment est important. C'est pourquoi atteindre ce jour signifierait l'effondrement de tout ce que Téhéran a toujours représenté. Et voici la cruelle ironie. Téhéran est plus vulnérable que n'importe où ailleurs. C'est une immense ville, densément peuplée, qui dépend de l'eau provenant de montagnes et de lacs lointains. C'est la pire ville possible en Iran pour que le jour zéro frappe. Pourtant, c'est la capitale, le cœur du pays, et ses jours sont déjà comptés. Et, pendant qu'on parle d'une capitale de 15 millions d'habitants qui pourrait potentiellement devenir une ville fantôme géante du jour au lendemain, ne laissez pas cela nous arriver ici. Si tu n'appuies pas sur ce bouton d'abonnement tout de suite, un jour tu pourrais te réveiller, allumer YouTube et te demander « Attends, qu'est-il arrivé à cette chaîne ?» Celle qui m'avait prévenu que Téhéran allait atteindre le jour zéro. Disparu de ton fil d'actualité, comme l'eau dans ses réservoirs, alors épargne-toi ce genre de chagrin. Clique, abonne-toi, active la cloche et reste connecté pour qu'on puisse suivre chaque goutte de cette crise ensemble. Pour vraiment comprendre comment la moitié du pays, et maintenant sa capitale, en sont arrivés à ce point de rupture, il faut regarder en arrière. Cette crise n'est pas apparue du jour au lendemain. Elle n'a pas commencé avec une seule sécheresse ou un barrage cassé. Ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat de décennies de lente dégradation. Un tas de problèmes qui ont grandi silencieusement jusqu'à ce qu'ils finissent par pousser le système au-delà de ses limites. Maintenant, toutes ces pressions se heurtent en même temps. Le premier facteur, et le plus évident, c'est le climat. L'Iran a toujours alterné entre des années humides et des années sèches, et les gens sont habitués à ce rythme. Mais les sécheresses de ces dernières années ont été plus chaudes, plus longues et bien plus sévères que ce que quiconque avait prévu. Cette année marque la 6e année consécutive de sécheresse extrême à travers le pays. À cause de cela, les principaux réservoirs de Téhéran sont tombés à des niveaux dangereusement bas. Beaucoup sont à un chiffre, avec une moyenne autour de 5 même après de récentes pluies légères, ce qui reste le niveau le plus bas depuis 60 ans. Cette chute fait suite à une baisse régulière, les précipitations diminuant d'environ 1 mm chaque année depuis les années 90, ce qui représente au total 30 mm de moins, alors que les températures augmentent 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Atteignant par endroits jusqu'à 4 degrés par décennie, l'évaporation en prélève encore davantage, certains réservoirs perdant 2 mètres de hauteur chaque année. Les récentes averses du début décembre, le premier de l'automne, ont légèrement fait remonter les niveaux autour de Téhéran, poussant certains, comme Latian, à moins de 10. C'est encore très bas, et loin d'une reprise. De brèves averses comme celles des 10 et 11 décembre ont à peine fait une différence, et les précipitations automnales cette année étaient de 89 en dessous de la normale. Même si ces averses dans deux semblaient en être un soulagement, elles étaient loin d'être suffisantes pour remplir à nouveau les réservoirs assoiffés de la ville. Ces températures en hausse aggravent encore les pénuries. La faible pluie qui tombe, et même la neige qui fond, disparaissent plus rapidement à cause d'une évaporation plus intense. Les montagnes qui fournissaient autrefois à Téhéran un débit constant d'eau de fonte échouent elles aussi. Le manteau neigeux dans les chaînes de l'Alborz et du Zagros diminue d'année en année. Désormais, l'eau de fonte arrive par à-coups courts et imprévisibles, souvent trop peu et trop tard pour être utile. Alors que les sources naturelles diminuent, la demande en eau ne fait qu'augmenter, et ces températures en hausse ne s'arrêtent pas aux montagnes. Les vagues de chaleur frappent désormais plus tôt dans l'année, et durent plus longtemps, ce qui fait grimper la demande alors que l'offre diminue. Cette chaleur cause aussi des morts, avec 1700 décès par an, soit 5 fois plus que dans des climats similaires ailleurs. La demande augmente encore plus à cause d'une population qui a plus que doublé depuis la Révolution, passant de 34 millions à plus de 93 millions. Encouragée par des politiques qui favorisent la croissance sans augmenter les ressources, cela crée une catastrophe, comme celle que nous voyons se dérouler sur le terrain. Il serait tentant de dire que cette crise est sortie de nulle part, mais les scientifiques avertissent depuis des décennies que le changement climatique entraînerait ce genre d'extrême. Cependant, pour être juste, même eux ont été stupéfaits par la rapidité avec laquelle cela est arrivé aux portes de Téhéran. Au final, le changement climatique n'a pas créé à lui seul les problèmes d'eau de l'Iran. Le système hydrique du pays était déjà fragile, mais le changement climatique a transformé chaque faiblesse en un point de rupture. Ce qui aurait pu être gérable par le passé est désormais devenu une crise à grande échelle. Comme si les problèmes de Téhéran en surface ne suffisaient pas, une autre crise se déroule sous la ville. Les eaux souterraines, autrefois une réserve cachée pour les situations d'urgence, ont été épuisées plus rapidement que la nature ne peut les reconstituer. Les agriculteurs, les usines et même les agences gouvernementales ont creusé des puits illégaux, puisant tellement d'eau que les aquifères sont laissés vides, sans rien pour soutenir le sol. Au-dessus, la terre commence à s'effondrer. Dans certains districts, le sol s'enfonce de 31 à 40 cm chaque année. Les routes se déforment, les canalisations se rompent, les bâtiments penchent et se fissurent. Des quartiers entiers sont engloutis alors que la terre s'effondre sous eux.
Sans son filet de sécurité souterrain, l'Iran affronte chaque saison sèche sans aucune protection. La ville se retrouve dangereusement exposée, les fondations s'effritant littéralement sous ses pieds. Cet effondrement lent sous terre est bien plus qu'un risque caché. Cela transforme Téhéran en une ville qui pourrait ne plus tenir le rôle de cœur de la nation. Avec le sol qui s'enfonce de plus en plus vite chaque année et les réserves qui s'épuisent, les dirigeants ont commencé à murmurer l'impensable. Abandonner complètement la capitale, déplacer le pouvoir ailleurs, là où l'eau coule encore. Nous allons approfondir cela dans un instant, pendant que nous sommes encore sur les facteurs menant à cette crise de l'eau apocalyptique. L'agriculture consomme plus d'eau que tout autre secteur du pays. Elle est essentielle pour nourrir des millions de personnes. Pourtant, elle prélève plus de 90% de l'ensemble de l'approvisionnement de l'Iran. La majeure partie de cette eau circule dans des systèmes d'irrigation construits il y a des décennies. Des systèmes qui fuient ou s'évaporent avant d'atteindre les cultures. Au lieu de soutenir l'agriculture, ils épuisent les rivières et les réserves souterraines, encore plus rapidement. La pression s'intensifie lorsqu'on regarde ce qui est cultivé. La luzerne, les pistaches et le riz sont encore cultivés dans des régions qui ne peuvent vraiment plus les supporter. Ces cultures exigent d'énormes quantités d'eau, et chaque saison ajoute de la pression jusqu'à ce que la terre elle-même ne puisse plus se régénérer. Pour continuer, les agriculteurs forent des puits plus profonds, grattant ce qu'il reste sous terre dans le processus. Les nappes phréatiques, qui protégeaient autrefois des villes comme Téhéran pendant les années de sécheresse, ont été vidées. Ce qui était autrefois un bouclier naturel a presque disparu. Des tentatives de réforme des pratiques agricoles ont été faites, mais elles durent rarement. La politique s'en mêle, les coûts augmentent, les agriculteurs craignent de perdre leurs moyens de subsistance, et les dirigeants redoutent les réactions négatives liées au démantèlement des anciens systèmes. Ainsi, année après année, les projets stagnent et rien ne change vraiment. Le système même qui nourrit la nation est désormais en train d'éroder son avenir. Pendant que tout cela se passe, les infrastructures de l'Iran peinent à suivre le rythme. Les grands barrages disséminés à travers le pays ont été construits à une époque où les rivières coulaient abondamment et où la pluie était bien plus fiable. Mais cette époque est révolue, et le pays s'appuie toujours sur des conceptions du passé. Cette dépendance aux anciennes méthodes remonte à un élan d'ambition. Il y a des années, les dirigeants ont lancé des méga-projets, construisant des barrages à un rythme effréné, un tous les 45 jours à une certaine époque, poursuivant le prestige et les victoires rapides sans réfléchir à long terme. Beaucoup de ces structures ont perturbé les rivières et les écosystèmes dès le début, préparant le terrain pour les défaillances d'aujourd'hui. Et ça ne s'arrête pas là. Les tunnels censés acheminer l'eau vers les fermes et les villes ne peuvent plus suivre la demande. À Téhéran, les canalisations elles-mêmes fuient et laissent s'échapper d'énormes quantités d'eau, avant même qu'elles n'atteignent un foyer. Les équipes de réparation font ce qu'elles peuvent, mais elles sont constamment dépassées. Parfois, de nouveaux projets sont élaborés, mais ils restent souvent à l'abandon parce que l'argent n'arrive jamais. La vérité est simple, les infrastructures construites il y a un demi-siècle ne sont tout simplement pas conçues pour les pressions climatiques d'aujourd'hui. Chaque tuyau qui fuit, chaque barrage défaillant et chaque réparation manquée ne fait qu'accélérer le compte à rebours. Le jour zéro n'attend pas patiemment. Dans le futur, il avance plus vite, parce que ces anciens systèmes ne peuvent de plus retenir la crise. Et la politique ajoute une autre couche de problèmes, planant sur la crise comme une lourde tempête. Pendant des années, les dirigeants nationaux ont regardé vers l'extérieur au lieu de se concentrer sur l'intérieur. Leur attention est restée centrée sur la puissance régionale, les ambitions militaires et la création de nouvelles alliances. Ce regard tourné vers l'extérieur a eu un coût. Le partenariat croissant avec Moscou a détourné à la fois l'attention et l'argent des problèmes internes en Iran. Pendant que ses objectifs extérieurs progressaient, les besoins fondamentaux du pays prenaient de plus en plus de retard. Les systèmes d'eau vieillissaient silencieusement, les réparations ralentissaient, et des plans qui auraient dû être mis en œuvre il y a des années étaient remis à plus tard, même lorsque les signaux d'alerte devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Et l'histoire ne s'arrête pas à la négligence. Il y a une vérité plus dure que presque personne au pouvoir ne veut dire à voix haute. Une grande partie de cette catastrophe a été délibérément provoquée pour le profit. Des entreprises liées aux gardiens de la Révolution remportent des contrats de gré à gré valant des milliards pour construire des barrages dont personne n'a besoin. Le barrage Godfan en est l'exemple le plus flagrant. Il a été construit directement sur un énorme gisement de sel, même si des experts avaient averti que cela empoisonnerait la rivière Karun. Ils avaient raison, l'eau est devenue salée. Les exploitations agricoles en aval se sont effondrées, et les entrepreneurs sont partis sans se retourner. Rich. Pendant ce temps, des milliers de puits illégaux forés par des entreprises bien connectées continuent de pomper, tandis que les villages s'assèchent. Godfin se distingue, mais cela fait partie d'un schéma commun à d'autres barrages, comme Dez et Shahid Abbaspour, qui étaient performants il y a des décennies, mais qui souffrent aujourd'hui de la surexploitation et d'une mauvaise planification. Même les conseils récents des responsables se résument à peu de choses de plus qu'à espérer la pluie. Comme l'a clairement dit un religieux proche du pouvoir aux agriculteurs, la corruption n'a pas seulement aggravé la crise, elle a activement créé la pénurie.
Et maintenant, ces problèmes se sont percutés. Un climat changeant, une utilisation de l'eau bien au-delà de ce que la Terre peut supporter, des canalisations et des barrages vieillissants qui ne cessent de se briser. Et des années de dirigeants qui ont détourné le regard se sont toutes liguées ensemble. Ils poussent l'Iran vers une ligne d'arrivée effrayante. Tout le monde l'appelle le jour zéro. La question n'est pas de savoir si cela va arriver, mais quand. À Téhéran, le compte à rebours a déjà commencé. Le jour zéro n'est plus un cauchemar lointain. Il se rapproche, et les signes empirent chaque jour. La vie semble déjà assez sombre dans de nombreuses régions d'Iran, et cela ne fait que devenir plus difficile dans certains quartiers. Les familles attendent encore des heures sous une chaleur accablante, juste pour obtenir quelques seaux d'eau des camions-citernes. Au moment où les camions arrivent, il y a à peine assez d'eau pour la rue. Les gens partagent le peu qu'ils ont, souvent en craquant sous la frustration et l'épuisement. Ces scènes se répandent rapidement sur les réseaux sociaux, montrant le visage humain de cette crise. Les hôpitaux rationnent déjà l'eau, économisant chaque goutte pour les salles d'opération et les patients les plus malades. Les toilettes ne fonctionnent plus, les ordures s'accumulent et le risque de maladie augmente. Les tempêtes de poussière provenant des lacs asséchés transportent des pesticides et des métaux lourds jusque dans les poumons des gens. Les médecins signalent des vagues de toux inexpliquées. L'eau du marché noir se vend déjà à un prix bien supérieur à celui de l'essence, ne laissant que les personnes bien connectées, propres et hydratées. Les coupures de courant sont désormais monnaie courante. Des villes comme Havas, Shiraz et Ispahan sont privées d'électricité pendant 6 à 12 heures par jour, ce qui draine des centaines de millions de dollars de l'économie. Les usines s'arrêtent, les pompes tombent en panne, et les centrales hydroélectriques restent à l'arrêt. Parce que les barrages sont à sec. Pas d'eau signifie pas d'électricité, et pas d'électricité signifie pas d'eau. Même les principaux barrages hydroélectriques ferment complètement maintenant. Prenez le barrage de Karkeh. Sa centrale électrique a cessé de produire de l'électricité fin novembre, parce que le niveau du réservoir était trop bas pour faire tourner les turbines. Cette perte se répercute sur le réseau, rendant les coupures de courant plus longues et plus imprévisibles. Au moment même où les familles ont le plus besoin des pompes, les usines s'arrêtent, les pompes tombent en panne, et les centrales hydroélectriques restent à l'arrêt, parce que les barrages sont à sec. Et à cause de la peur, des manifestations ont déjà éclaté. Les agriculteurs d'Ispahan ont fait exploser des canalisations qui transportaient l'eau de leurs rivières vers les villages de Yazd. En aval, les habitants s'arment lorsque les pompes fonctionnent la nuit pour l'eau. Des affrontements ont fait des dizaines de morts. Certains ont été rendus aveugles par des tirs de plomb en Azerbaïdjan oriental, d'autres abattus par balles au Khouzistan, en criant « Nous avons soif !» Les foules à Mashhad et à Ispahan scandent « L'ennemi est ici !» Ils mentent quand ils disent que c'est l'Amérique. Les jeunes s'organisent sur des applications chiffrées, même lorsque le régime coupe Internet. Ces slogans se répandent partout, atteignant des endroits comme le Sistan et Baloutchistan, où 30% des villageois ont déjà fui. Des puits à sec et des différents frontaliers concernant des rivières, comme l'Helmand, ont déclenché des affrontements meurtriers, il y a seulement quelques années à Mashhad. Les barrages sont remplis à moins de 3%, alimentant encore plus de troubles. Les responsables avertissent que cela pourrait forcer 50 à 70 millions de personnes à se déplacer. Si rien ne change, les forces de sécurité interviennent, souvent brutalement, et la confiance dans le gouvernement chute encore davantage. Alors que la frustration explose à travers le pays, la pression monte sur les dirigeants pour qu'ils affrontent la réalité, qui se rapproche de la capitale. Le jour zéro pourrait frapper Téhéran plus durement que n'importe où ailleurs, transformant la colère d'aujourd'hui en chaos demain. Si les robinets finissent par s'arrêter, les autres villes ne sont pas non plus à l'abri, même si aucune ne fait face à l'ampleur de Téhéran. À Ispahan, Qom et Mashhad, certains quartiers voient déjà les robinets couler seulement quelques heures par jour. Chaque fois que ces petites pannes surviennent, davantage de familles abandonnent la campagne et se dirigent vers les grandes villes à la recherche d'eau et de travail. Cette migration crée un cercle vicieux, exerçant une nouvelle pression sur des systèmes déjà fragilisés. Ce qui autrefois ressemblait à un avertissement dans des rapports techniques se déroule désormais dans la vie réelle, district par district, ville par ville, province par province. Et les dégâts ne concernent pas seulement les canalisations et les pompes, ils sont aussi politiques. À chaque fois, les responsables annoncent de nouveaux calendriers de rationnement, promettant seulement un contrôle plus strict au lieu de véritables réparations ou de nouveaux réservoirs. La confiance du public chute encore davantage. Les gens entendent qu'il y aura moins d'eau demain au lieu d'un plan pour résoudre la crise, et ce message alimente la colère. La panique provoque des déplacements à travers le pays, des millions de personnes passant d'une province à l'autre. Cela redistribue le pouvoir, l'argent et l'influence. Cela suffit à déstabiliser la nation. Les protestations s'intensifient, les alliances au sein des communautés évoluent, et le gouvernement paraît de plus en plus faible à mesure que les mois passent. Ce qui avait commencé comme une défaillance technique est désormais un séisme politique, ébranlant les fondations de l'État autant que celles de l'économie. Cela nous amène à la question que les dirigeants iraniens ne peuvent plus esquiver s'ils ne parviennent même pas à maintenir l'eau courante dans la capitale. Que se passera-t-il lorsqu'ils admettront enfin qu'il n'est peut-être plus possible de rester à Téhéran ? Cette horloge tourne bruyamment. Chaque année d'attente aggrave le problème.
Les experts affirment désormais que sans changement majeur, très bientôt, de vastes régions du centre de l'Iran pourraient devenir presque inhabitables d'ici 2026. Déplacer la capitale semblait autrefois complètement fou. Téhéran est le centre du pouvoir depuis plus de 100 ans. Elle regorge de ministères, du parlement, de tribunaux, d'universités, de musées et de quartiers qui remontent à des siècles. Pourtant, à mesure que l'eau disparaît, le sol continue de s'enfoncer, et les sécheresses successives deviennent de plus en plus sévères. Discrètement, à huis clos, les responsables ont commencé à parler de construire une toute nouvelle capitale ailleurs. Ils rédigent de véritables plans pour déplacer les bureaux du gouvernement, les employés et tout ce qu'il faut pour faire fonctionner le pays. Il ne s'agit plus de confort ou de prestige, mais de pure survie. En novembre 2025, le président Massoud Pezeshkian a déclaré publiquement que certaines parties du pays, y compris Téhéran elle-même, sont confrontées à des problèmes d'eau si graves que la population pourrait devoir être évacuée si les sécheresses persistent. Mais en réalité, déplacer une capitale est une tâche colossale. Des dizaines de milliers de fonctionnaires auraient besoin de nouveaux bureaux et logements. Des villes entières devraient être construites à partir de zéro, avec des routes, de l'électricité, Internet, des écoles et des hôpitaux. Et pendant tout ce temps, le gouvernement doit continuer à fonctionner pour que le pays ne s'effondre pas. Ce n'est pas comme déplacer un bureau dans une autre ville, c'est comme reconstruire le cerveau et le cœur de la nation, dans un endroit où il y a encore de l'eau. Choisir cet endroit est un autre cauchemar. Certaines villes ont plus d'eau aujourd'hui, mais manquent d'espace ou d'infrastructures pour accueillir des millions de nouveaux arrivants. D'autres se trouvent sur des failles sismiques ou dans des régions politiquement sensibles. Même ces options apparemment sûres pourraient être à sec d'ici une décennie. Il n'y a pas de choix parfait, seulement des choix moins mauvais. Le président Pezeshkian a soutenu qu'un déménagement pourrait atténuer la pollution due au trafic et l'affaissement du sol à Téhéran. Mais des experts ont averti que sans réforme nationale de l'eau, la nouvelle capitale ferait face à sa propre faillite hydrique d'ici 2027 ou 2028. Et puis, il y a la politique. Les familles aisées de Téhéran possèdent des biens immobiliers et des entreprises qu'elles refusent d'abandonner. Une nouvelle capitale déplacerait l'argent et l'influence vers une autre région. Cela déclencherait des luttes entre les gardiens de la révolution, les chefs religieux, le parlement et les gouverneurs locaux, sur qui contrôle la nouvelle ville et son eau. Des rumeurs circulent même au sujet de la côte du Makran, un projet de 100 milliards de dollars situé bien plus au sud. Certains pensent qu'il s'agit moins d'une bouée de sauvetage nationale que d'un canot doré pour l'élite. Un projet qui va laisser des millions de Téhéranais ordinaires sur le carreau. Qu'elle soit vraie ou non, la rumeur elle-même montre à quel point la confiance s'est effritée. Pendant ce temps, la crise s'aggrave. Des images satellites de la fin novembre 2025 montraient des niveaux bien inférieurs à la normale, avec des prévisions annonçant une nouvelle baisse de 20 à 30% d'ici le printemps 2021. Pour être bien clair, il s'agit d'une nouvelle baisse par rapport au niveau déjà pitoyable où se trouve actuellement l'eau. Des réunions à huis clos avec le Majlis, ce même mois, auraient inclus une diapositive dont tout le monde se souvient. Si le prochain hiver est encore sec, la province de Téhéran à elle seule sera en déficit de 18 milliards de mètres cubes. C'est l'équivalent de la perte de 2 lacs Karachi entiers en une seule année. Pas étonnant qu'il soit rapporté qu'un général ait regardé la diapositive et ait dit à voix haute « Alors, c'est fini pour nous ». Plus les dirigeants attendent, plus le changement devient coûteux et chaotique. À un certain moment, l'hésitation n'est plus une option. La survie impose la décision. Pendant que Téhéran débat de son avenir, le reste de l'Iran vit déjà l'effondrement. Les villages se vident, les rivières qui débordaient autrefois chaque printemps ne sont plus que de maigres filets d'eau, et les familles font leurs bagages pour des villes qui, elles aussi, manquent d'eau. Déplacer la capitale pourrait permettre au bureau du gouvernement de survivre un peu plus longtemps, mais cela ne résout en rien la catastrophe nationale. Téhéran est peut-être l'avertissement le plus fort, à ce jour. La désintégration est partout. À la campagne, la dégradation commence. Les fermes qui cultivaient autrefois du blé et des fruits ne produisent aujourd'hui presque plus rien. Les puits sont creusés plus profondément. Mais l'eau qui en remonte est souvent trop salée pour être bue ou utilisée pour l'agriculture. À mesure que les champs dépérissent, les jeunes familles partent, abandonnant une terre craquelée et des maisons à vendre dont personne ne lira les panneaux. Ces départs ne mettent pas fin à la crise. Ils la transportent vers les villes où les nouveaux arrivants exercent encore plus de pression sur des canalisations déjà défaillantes. Cette pression se manifeste dans la nourriture, ou plutôt, dans son absence. Les récoltes de blé, de riz, de légumes et de noix diminuent d'année en année, obligeant l'Iran à importer davantage. La moitié de son blé provient déjà de l'étranger. Mais les sanctions ont rendu chaque transaction difficile. Lorsque les récoltes échouent faute d'eau, le prix du pain peut augmenter de 30 à 40% en un seul mois. Ce qui ressemble à de l'économie sur le papier devient une mère comptant ses pièces à la boulangerie, se demandant si ses enfants mangeront demain. Les villes en dehors de Téhéran connaissent désormais les mêmes difficultés que la capitale. L'eau ne coule que quelques heures par jour.
L'électricité tombe plus souvent en panne, car les climatiseurs peinent sous la chaleur, et les centrales électriques elles-mêmes ont besoin d'eau pour fonctionner. Quand le réseau tombe en panne, les pompes s'arrêtent, les réfrigérateurs chauffent, et la nourriture se gâte. Des protestations éclatent à cause des coupures soudaines, les forces de sécurité répriment, et la colère se propage. Des endroits qui semblaient autrefois éloignés des difficultés rurales, y sont désormais liés par les mêmes canalisations défectueuses, et les mêmes personnes effrayées qui arrivent. L'environnement relie tous ces éléments, entre eux. Les fleuves célèbres sont aujourd'hui à leur niveau le plus bas de mémoire d'homme. Le lac d'Oroumier, qui avait commencé à se rétablir, rétrécit de nouveau, alors que les lacs et les zones humides disparaissent. D'énormes tempêtes de poussière balèrent le pays. Les touristes l'appelaient autrefois les Maldives iraniennes. Les habitants l'appellent aujourd'hui la Venise de la poussière, les mêmes canaux. Mais ce n'est pas ça. Respirer devient plus difficile. De plus en plus de personnes tombent malades. Et même la petite agriculture qui subsiste est ensevelie sous le sable et la poussière. Chaque élément alimente le suivant. Les villages asséchés poussent les gens vers des villes surpeuplées. Les villes surpeuplées se disputent les dernières gouttes d'eau, les récoltes ratées, et la poussière étouffante rend tout le monde plus pauvre et plus en colère. Ce ne sont pas des problèmes séparés, c'est une seule et même catastrophe géante qui se déroule au ralenti. Et pendant que les dirigeants se concentrent sur les guerres, les alliés et les missiles à l'étranger, le pays qu'ils sont censés protéger s'effondre silencieusement. Chez nous. Ce sentiment d'effondrement ne sort pas de nulle part, il vient directement des choix faits il y a des années. Maintenant, l'Iran a investi d'énormes sommes dans l'influence à l'étranger, les roquettes et son armée. Une seule année de combat par procuration coûte à peu près autant que de convertir la moitié des terres agricoles du pays à l'irrigation goutte à goutte, et de réparer toutes les canalisations qui fuient à Téhéran. Une année seulement. C'est le calcul que personne ne dit à voix haute. Au Parlement. Pendant ce temps, l'investissement dans les infrastructures hydrauliques a à peine eu lieu. Alors, lorsqu'une crise finit par arriver, la réponse est toujours trop faible et trop tardive, laissant les villes et les villages se débrouiller seuls. Les conséquences de ces choix se manifestent de manière cruelle. Autour de Nathan et Fordo, les sites nucléaires, des puits profonds continuent de pomper à plein régime, car le refroidissement de ces installations nécessite d'énormes quantités d'eau. Certains quartiers rationnent 50 litres par personne et par jour. Les salles de centrifugeuses sont prioritaires. La sécurité prime sur la soif. Chaque fois, cette façon de penser est renforcée par des alliances étrangères. Le partenariat avec la Russie pousse les dirigeants à penser d'abord aux armées et à la géopolitique. Au lieu de puits et de barrages, ce sont les projets militaires qui reçoivent des milliards, tandis que les projets liés à l'eau restent délaissés, si bien que lorsque la pluie tombe, il ne reste plus rien en réserve. Ces choix biaisés font écho à des occasions manquées encore plus anciennes. Avant la Révolution, l'Iran travaillait avec des experts israéliens sur des puits et des systèmes d'irrigation qui auraient pu constituer une base plus solide. Aujourd'hui, avec ces liens rompus, le pays est à la traîne par rapport à ses voisins qui recyclent presque toutes leurs eaux usées ou tirent de nouvelles ressources de la mer grâce au dessalement. À la place, les usines situées sur la côte restent à l'arrêt, prenant la poussière tandis que l'attention reste fixée sur des objectifs lointains. Même ceux qui tentent d'avertir du danger s'exposent à des sanctions. Les scientifiques qui s'expriment trop fort risquent de perdre leur emploi, d'être arrêtés, ou même d'être réduits au silence. Beaucoup des meilleurs hydrologues d'Iran sont partis. Kabaï Madani a fui en 2018 après avoir été accusé d'espionnage simplement pour avoir parlé de la crise. Des centaines de jeunes ingénieurs ont suivi. Le pays perd justement les esprits dont il a le plus besoin. Tout comme les aquifères s'effondrent, les données sur les réservoirs sont cachées ou modifiées, si bien que les gens ne découvrent le danger que lorsque leurs propres robinets sont à sec. Sans information honnête, toute planification devient impossible, et la catastrophe s'aggrave sans contrôle. Alors, l'Iran est-il condamné ? Eh bien, pas encore. Des solutions existent. Elles sont difficiles, coûteuses, et exigent des dirigeants qui se soucient plus de la survie que de l'orgueil, mais elles sont réelles, et elles commencent, là où le problème est le plus grave. La première étape, c'est l'agriculture. Parce que l'agriculture consomme plus de 90% de l'eau de l'Iran, la plupart des agriculteurs continuent d'inonder leurs champs, perdant ainsi d'énormes quantités d'eau par évaporation. Passer à l'irrigation goutte à goutte pourrait économiser des milliards de litres chaque année, mais l'irrigation seule ne suffit pas. Les cultures gourmandes en eau, comme le riz et les pistaches, ne peuvent pas continuer à pousser dans les zones les plus arides, et les subventions qui encouragent le gaspillage doivent cesser. Les agriculteurs ont également besoin de formation et de prix équitables pour effectuer la transition. Sans une agriculture plus intelligente, rien d'autre n'aura d'importance. Une agriculture plus intelligente ne fonctionne que si le gouvernement lui-même change. Les ministères et les provinces se battent actuellement entre eux et cachent des informations. Une autorité de l'eau forte et honnête doit recueillir de vrais chiffres et élaborer de vrais plans.
Les scientifiques doivent être libres de s'exprimer lorsque la réalité est visible. Des décisions plus intelligentes en découlent. Le gouvernement ouvre alors la voie pour que les villes agissent. À Téhéran seulement, 30 à 40% de l'eau disparaît à cause de canalisations cassées, avant même d'atteindre un foyer. Réparer ces fuites reviendrait à découvrir une nouvelle rivière. Installer des compteurs intelligents, recycler l'eau des douches pour les usines et mener de simples campagnes de sensibilisation à la conservation pourraient multiplier les économies. Des millions de petites actions réunies pourraient faire une énorme différence. Les villes ne peuvent pas réussir sans protéger ce qui se trouve sous elles. Les aquifères sont des réserves cachées. Pourtant des milliers de puits illégaux les assèchent. Ces puits doivent être fermés, même si les agriculteurs résistent. Les années plus humides, l'excès de pluie et l'eau des rivières peuvent être dirigés sous terre pour recharger les aquifères, au lieu de s'écouler hors des zones protégées. Et la surveillance par satellite peut empêcher le vol d'eau que personne ne voit. La technologie peut aussi aider, mais seulement à la marge. Les usines de dessalement peuvent soutenir les villes du sud, mais elles sont coûteuses, gourmandes en énergie, et ne peuvent pas envoyer l'eau en amont jusqu'à Téhéran. Regardez le Cap, qui a évité son propre jour zéro en 2018 en réduisant la consommation quotidienne à 50 litres par personne, en augmentant le recyclage et en mettant en place des solutions d'urgence jusqu'au retour des pluies. L'Iran possède une longue côte propice à des solutions similaires de dessalement ou à l'énergie solaire, avec 300 jours d'ensoleillement par an. Pourtant, ces options restent inexploitées, même si des discussions avec des voisins comme l'Afghanistan au sujet des rivières partagées pourraient atténuer les tensions. Les vols d'ensemencement des nuages à la fin de 2025 l'ont bien démontré. Ils ont peut-être ajouté 15 à 20% de pluie en plus, mais cela ne remplace pas un changement systémique. Ce qui relie tout cela, c'est un passage vers ce que les initiés appellent une économie de la résilience. Cela signifie éliminer progressivement les cultures gourmandes en eau dans les zones arides, réformer les prix afin de protéger les pauvres, tout en sanctionnant le gaspillage. Restaurer les zones humides, au lieu de construire davantage de barrages et permettre aux villages et aux quartiers de surveiller leur propre eau, afin que la corruption soit détectée rapidement. La transparence, le pouvoir communautaire et des choix difficiles pourraient permettre de préserver ce qu'il reste et de rétablir la confiance en chemin. Chacune de ces étapes nécessite plus que de l'argent, elles exigent du courage politique. Les dirigeants doivent admettre les erreurs du passé, affronter les groupes puissants qui profitent du système défaillant et s'engager dans des réformes qui dureront au-delà de la prochaine élection ou crise. Si l'Iran choisit cette voie difficile maintenant, il peut encore revenir en arrière avant qu'il ne soit trop tard. S'il attend. Les prévisions pour 2026 et 2027 sont sombres. Encore une fois, 20 à 30% d'eau, en moins des récoltes perdues, des émeutes de la faim, un rationnement permanent et une colère qui pourrait ébranler tout le système. Un gouvernement peut blâmer la météo, les sanctions ou les ennemis. Il ne peut pas blâmer un réservoir vide. La nature ne négocie pas. Téhéran est déjà au bord du jour zéro. Certains quartiers ont encore de l'eau, mais les voyants d'alerte sont au rouge vif. L'horloge ne tourne pas dans un avenir lointain. Elle tourne en ce moment même, à chaque robinet à sec et dans chaque champ poussiéreux. L'Iran a encore une chance de choisir la survie si ses dirigeants décident enfin que l'eau chez eux compte plus que le pouvoir à l'étranger. Sinon, les conséquences de décennies de négligence arriveront toutes en même temps, et personne, ni le quartier le plus riche de Téhéran, ni le village le plus pauvre, n'y échappera.